Ah bah là mon petit cadet, on change d'ambiance. Nous sommes donc le mardi 29 novembre 2022. Il est 7h30. Je m'en vais à la formation. Ce matin ça caille, il y a du brouillard, c'est humide. Tout ce que j'aime. Je trouve ça beau. Je trouve ça, tu sais, ça fait un peu mystérieux. Rouen comme ça dans le brouillard. Alors tu sais mon petit cadet, dans la bonne humeur matinale, je vais recadrer 2-3 petites choses qui se passent sur Instagram, forcément, vu que j'ai pas les commentaires sur YouTube. Depuis quelques mois, ouais, je dirais depuis septembre, où ça s'est un petit peu accentué, je reçois régulièrement des messages de personnes en DM sur Insta, de personnes avec lesquelles je discute pas forcément ordinairement, et qui me demandent, qui me posent la question, coucou Jenny, dis donc je me posais une question, est-ce qu'il y a eu des histoires avec telle personne, donc des personnes bien précises, parce que c'est vrai qu'on vous voit plus échanger et tout. Je trouve ça déjà, d'une part, je vous le dis d'office, hyper impudique, hyper intrusif. Et puis je vais aller plus loin dans ma façon de voir les choses. Ça me donne une impression curieuse, étrange, que ça vient en éclaireur pour informer quelqu'un d'autre. Et sachez que je suis pas parano ou quoi aux caisses, hein. Mais c'est très bizarre cette façon de m'approcher, alors qu'on m'a jamais parlé, calculé auparavant, pour me dire, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé avec un tel ou une telle? Je disais donc, je trouve ça louche parce que ce sont des personnes qui, à la bonne vôtre, ce sont des personnes qui viennent me trouver uniquement pour me poser cette question. Question à laquelle je réponds de façon hyper vaste parce que ça ne les regarde pas tout simplement. Et après, j'entends plus jamais parler d'elle, voire même, après, elle n'existe plus, elle me bloque, ça me met utilisateur introuvable. C'est chelou, non? Déjà, primo, il y a un truc essentiel à savoir. C'est que si vous me posez des questions qui ont un rapport avec est-ce que tu parles toujours à un tel, une telle, bien entendu que vous n'aurez pas la réponse parce que, je le répète, ça ne regarde personne. Même ma famille ne se permet pas de me poser ces questions-là. Et d'ailleurs, ce constat vaut pour autant ma vie virtuelle que ma vie réelle. Mes relations dans la vie réelle, amicales j'entends, ne regardent pas ma famille. Et si j'ai pas envie de leur rendre des comptes par rapport à mes relations amicales ou autres, je leur rends pas de compte. Donc vous vous doutez bien qu'une fois de plus, je ne vais certainement pas rendre de compte à des personnes qui viennent me trouver de façon isolée et qui reviennent plus jamais. Enfin, c'est ça aussi, à quel moment on se dit tiens, je vais aller lui poser la question, gratter un petit peu, faire mon, pardonnez-moi, mais mon fouille merde, pour voir un petit peu ce qu'elle a à me répondre. Mais ça tourne pas rond, hein. Je vais vous dire une chose que je pense vraiment. Je pense qu'il y a ce gros, on va dire, pourcentage d'abonnés qui sont là en toute bienveillance. C'est vraiment dans la définition même, putain, la définition même du mot bienveillance, qui sont là en toute bienveillance et qui, ma foi, sont là pour suivre un peu les péripéties de leurs youtubeurs, instagrammeurs et compagnie. Et puis après, ce qui se passe à côté, bon, ça leur passe un peu au-dessus. Et puis, il y a ce tout petit quota d'abonnés, ou de pas abonnés en demeurant, qui sont là uniquement pour essayer de remuer un peu la merde. Et ça, j'avoue que c'est un concept, un procédé que j'ai beaucoup de mal à piger. Et pour ce petit quota-là qui vient faire le fouille caca en privé au quoi au caisse, c'est quoi votre kiff en fait? Vous aimeriez que les créateurs de contenu se lancent des sauts de merde à la gueule pour votre petit plaisir jouissif? C'est ça que vous aimeriez? Certes, il y a des créateurs et des créatrices de contenu avec lesquels je n'ai plus d'interaction. Mais est-ce que pour autant ça signifie qu'on va chercher la merde? Et on n'a pas 12 ans. Après, j'ai pas la prétention de parler au nom de quiconque. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai autre chose à foutre que d'aller faire du dégueulis virtuel avec d'autres créateurs de contenu. Il y a une interaction, et tant mieux, il y en a plus. Voilà, que ça vienne de moi ou de l'autre. Il n'y a rien de grave dans tout ça, hein. Après, les éclaireurs qui viennent, les pseudos, les hypothétiques éclaireurs qui viennent essayer de prendre de l'info, vous dépouillez pas parce que vous n'en aurez pas avec moi. En fait, c'est très mal me connaître. Si vous cherchez de l'info croustillante ou que je dégueule sur quelqu'un d'autre, ça n'arrivera pas avec moi.
Donc vous vous dépouillez pour rien. Et ce que je trouve toujours hyper hardcore quand même dans la façon de faire, c'est qu'on vient me trouver. Coucou Jenny, dis j'ai remarqué que tu parlais plus avec un tel, une telle, mais à aucun moment dans la phrase il y a un coucou Jenny, ça va? Tu vas comment? Tu vas bien? Rien. Je trouve ça hyper hardcore de venir trouver quelqu'un pour ne pas mêler de son trou fignon, sans même lui demander si ça va ou pas, mais par contre lui dire dis donc, comment ça se fait que tu parles plus à un tel ou une telle? Mais pour qui se prennent les gens en fait? Ça va même parfois plus loin que ça, puisque ça essaie de déterrer des trucs enterrés depuis 3 siècles. Oui, j'ai vu que tu parlais plus à un tel. Est-ce que ça a un rapport avec telle histoire et de telle personne avec telle personne? Eh oh, remettez-vous-en. C'est bon, ça déterre les trucs qu'on un an, quoi. Remettez-vous-en. Hein. Je veux pas être désagréable parce que j'ai pas, là, franchement, je suis de très bonne humeur ce matin et tout. Mais franchement, admettez que si on rapporte ça à vous et que quelqu'un vient s'occuper d'autre chose que de son trou de balle, voilà, rapportez-le à vous et vous verrez que ça peut être... Alors, nous, le problème, c'est qu'en tout cas, moi, c'est répété, là. Depuis le mois de septembre, j'ai régulièrement ce genre de questions qui, ma foi, ne regardent que moi. Admettez quand même que ça peut un peu les hacher menus au bout d'un moment, quand même. Et quand je te dis que je trouve ça curieux et que ça vient en éclaireur, c'est que quand même, je me pose une question. Qu'est-ce que ça peut apporter à ces personnes-là, vraiment à titre personnel? Qu'est-ce que ça peut leur apporter de savoir, d'avoir une réponse là-dessus? Si ce n'est pour aller le répéter. Tu vois, c'est pas de la parano, mais je me dis, à titre perso, dans ta vie, individuellement, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Qu'il y ait communication, qu'il y ait interaction, que moi, j'ai interaction ou non avec cette personne. Individuellement, qu'est-ce que ça peut rapporter à cette personne? Pourquoi elle vient me demander ça? C'est pour ça que c'est chelou. Pardonnez-moi, mais moi, c'est un youtubeur ou une youtubeuse que je suis, avec laquelle j'ai jamais d'interaction, c'est-à-dire que j'ai jamais envoyé de message, je pressens qu'elle ne parle plus à un tel ou une telle, je vais pas aller lui envoyer un message pour la première fois pour lui demander des comptes, dis donc. C'est bizarre, j'ai constaté que tu parlais plus à un tel ou une telle, pourquoi? Ça me paraît tellement aberrant de faire ce genre de truc en fait. C'est spécial quand même. Sachez une bonne fois pour toutes que mes relations, mes interactions virtuelles avec d'autres créateurs, créatrices de contenu ne regardent que moi. Elle ne regarde personne d'autre. Donc là, ça simplifie vachement le truc en fait. Voilà, c'est que je répondrai pas à ce type de questions parce que je le répète, je trouve ça hyper méga intrusif et ça ne regarde vraiment que moi. Il n'y a personne qui a son mot à dire sur ce que font les autres dans leurs relations. Ça regarde que soi. Many minutes later. C'est quoi les YouTube Worlds? J'ai passé cette journée... avec brio. Non, mais avec brio. Hein. J'ai pété mon iPhone. À cause de quoi? De ça. Faiblesse in de pouce. iPhone dans la main. Faiblesse in de pouce. iPhone a dit bonjour au bitume. Voilà. Si tu te moques du bitume, sache que le bitume se moquera de ton iPhone. J'ai eu ce moment où j'ai tachycardé... Le temps, tu sais, où tu vois ton téléphone qui coûte un œil plus un bras plus une jambe au sol et que tu vois pas et que tu te dis péter ou pas péter. Et quand tu le prends en main, que tu le retournes et que tu vois les cristaux liquides en train de progresser lamentablement sur ton écran, ça n'a beau n'être que matériel. Mais là, on n'est pas sur du matériel à 3,70 € la bête. Je n'ai jamais, je dis bien, je n'avais jamais jusque-là cassé un seul téléphone. Voire même, je conchis viscéralement les personnes qui ont des téléphones qui coûtent un loyer, voire plus, qui l'entretiennent pas. J'ai fait tomber le mien. Je fais donc partie de ces personnes qui cassent. Ah putain, j'ai le somme, j'ai le somme. Tu sais, pour te faire une petite comparaison, avant, fut un temps fort lointain, on avait la hantise, alors je sais pas à ton époque, mais à la mienne, on avait la hantise de casser un miroir, parce qu'on disait, putain, 7 ans de malheur, j'en y croyais à ce truc-là. Moi, j'y croyais fermement que si je pétais un miroir, derrière s'en suivait 7 ans de merde. C'est pas forcément faux en soi, hein, mais maintenant, tu peux péter un miroir, tu t'en fous. Par contre, péter ton téléphone, ça c'est un autre débat.
Peu importe, hein, là je te parle d'iPhone, mais vu le prix des téléphones maintenant, tu pètes ton téléphone, t'es en bout de course. Non mais là YouTube World, ouais, je me suis réveillée avec un rhume, mais vraiment un rhume. Quand je vous dis que j'ai la malédiction des travaux, nous sommes le mercredi 30 novembre 2022 et ce matin je suis de repos, je reprends que cet après-midi. Voilà, travaux par aspiration. Est-ce que vous êtes content de le savoir? Moi non, partout où je vais, partout où je suis, il y a des travaux. Comment ça se fait-il? Je vais voir les coulisses. Voilà le réveil. Ah, je te jure, ça me gave. Je sais pas si t'entends, hein. Moi, ma chambre, elle est juste au-dessus. Hein. Pour se reposer un petit peu, tu vois. Rarement, je fais de la grasse matinée. Là, je peux pas non plus faire une grasse matinée. Vu que je prends mon bus vers 12h30, il faut quand même le temps de se laver et de se préparer un minimum. Mais je m'étais dit, je vais pousser, tu vois, jusqu'à 9h, 9h30. Que nenni. Et 8h40. Et il y va le mec, hein. Ah, il y va avec son camtar. Hein. Ah, dis donc, ça caille son grand-père l'hypopée, là. Ah, on a pris une chute de température exceptionnelle, hein. C'est ce qui s'appelle, mon petit cadet, bien se déchirer pour rien. Tout le monde tombe comme des mouches là au centre de formation, donc étant donné que tout le monde tombe comme des mouches, je me remonte. Ça m'aura fait une balade. Je vais peut-être aller faire un saut sur Rouen. En fait, je pense, I think, que sans remettre dans la bascule, même si on entend parler de 9e vague et tout team, je pense que dans des milieux comme ça, assez clos, où on est quand même un certain nombre dans des pièces pas très grandes, je pense que c'est judicieux de porter le masque là. Parce que les grippettes et les rhumes et les toux glaireuses, le problème c'est ça, c'est qu'en fait, formateurs et élèves tombent comme des merdes. Moi, je pense que je vais refaire péter la boîte de masques là. Je pense. On vit avec, hein, maintenant, de toute façon, on vit avec, mais là, j'ai pas tellement envie de me taper un rhume de l'espace, une toux de l'enfer et une perte de goût et d'odorat de Belzébuth parce que c'est pas plaisant. Juste, c'est pas plaisant. L'état est pas plaisant. J'ai même pas envie non plus d'avoir ne serait-ce qu'une rhinopharyngite ou une grippe. J'ai pas envie de tout ça là en ce moment. Donc, je pense que je vais me protéger un petit peu plus là. Là, tout ça, c'est plus du titre individuel. Chacun prend sa responsabilité. Hein. Le masque n'étant pas obligatoire, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, quand tu bosses comme ça en groupe, il y a des personnes qui, sans contrecarde et de tousser toute glotte déployée, de se moucher, puis de laisser le mouchoir comme ça sur le bord de la table, ça prolifère bien. Donc, il est vrai que mon hypocondrie est quelquefois mise à mal. Moi, la première, hein, je pète pas la grosse forme. Hein. Ce matin, je me suis réveillée. C'était la superficie ORL était un petit peu encombrée. Le début des petites décos dans les rues de Rouen. Ça met un peu de baume au cœur, non? Si vous êtes adepte des petites ruelles comme ça, si vous venez à Rouen parce que vous ne connaissez pas, vous allez vous régaler. Hein. À votre bon cœur. À tous les coins de rue. T'as une jolie ruelle. La petite boutique des bougies de Charroux, je n'entre pas là-dedans parce que je vais faire du grabuge, mais c'est celle-là. Il y a donc le marché de Noël givré 2022 de Rouen, juste sur la place, le parvis de la cathédrale. Mais moi, je te cache pas que je préfère faire ça de nuit. Je trouve ça plus joli. Donc on retournera peut-être avec Eddy faire notre petit rituel tous les ans du marché de Noël. De nuit avec, si possible, se taper une animation, un truc du genre. Ici, il y a mon exposant de là où j'avais acheté l'an dernier ma petite cheminée. Alors, je filme en l'air parce qu'il y a beaucoup de monde dans la rue du Gros Horloge. Mais je disais, on voit que le maire de Rouen a mis un vrai coup de surin sur l'énergie. Hein, crise énergétique oblige. Parce que il y a quasiment pas de déco lumineuse, quoi. Ça, va falloir que j'aille y faire un tour. Pas là parce que j'ai pas envie, mais le comptoir de Mathilde, épicerie fine, chocolaterie. Va falloir que j'aille faire mon petit saut là-dedans. Tu vois, genre pour faire des petits cadeaux, tout ça, ça peut être sympa. Ouais, va falloir que j'aille faire mon tour là-dedans. Je te raconte pas l'odeur à l'entrée de la boutique, c'est un régal. Butlers, rue du Gros Horloge. Regarde-moi comme c'est beau.
Ah bah, je crois que c'est l'une des boutiques les plus décorées. Hein. Là, je m'en vais à la droguerie. Je t'en ai déjà parlé. Enfin, j'appelle ça une droguerie, mais parce qu'elle s'appelle comme ça. Chez Déconny Out. Déconny Out. Pour essayer de trouver la Christmas Cookie. Yankee Candle. On y va. C'est trop beau. Il est vraiment fabuleux ce magasin. Regarde le petit service spécial Noël. Ça fait un peu kitsch, mais on s'en fout. Ce magasin a quelque chose de réconfortant. Alors là, rien à voir, mais t'as un peu le coin cabinet des curiosités. C'est trop beau ça. Ça fait vraiment, je trouve, hyper tradition, ça. C'est une pépite ce magasin. Pépite, mot utilisé trop de fois par les youtubeurs. J'ai trouvé ma Christmas Cookies, mais en moyenne. Vous n'avez pas en grand. La YouTube Worlds, nous sommes le jeudi 1er décembre 2022. C'est le moment du Cajot Gaspi, du Cajot anti-gaspi. Donc je te rappelle, je l'ai chez Chronodrive à 3 € la bestiole. Dans le premier, bon déjà ça, c'est cuitasse la bananasse parce que le chou de Bruxelles c'est littéralement impossible me concernant. Bref. Ensuite, j'ai de la mandarine, de la pomme, du citron vert, des champignons de Paris et 4 endives, c'est ça. Donc là, ouais, le seul bémol, c'est ça parce que c'est pas envisageable. Pourtant, il y en a à la masse, hein, mais c'est pas envisageable. Donc ça, c'est pour le premier. Dans le second, nous avons de la tomate cerise, des bananes, des pommes, me semble que c'est des galas. 2 avocats et à nouveau 4 endives. Donc tout ça pour 6 balles. Je veux dire, à part ça, malheureusement, je vais rien pouvoir en faire, mais sinon, on est pas mal compte tenu du prix des fruits et des légumes. Et crois-moi, qu'hormis les choux de Bruxelles, il va pas y avoir une seule perte, je peux te le garantir. La YouTube Worlds, 2 choses. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour mercredi qui arrive, le mercredi prochain. Essayer de faire quelque chose autre que cette coiffe de Jean-Claude Convenant parce que j'en peux plus. Et la deuxième chose, c'est que ce soir, j'ai testé l'un des produits que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Glossybox. Et autant te dire que je ne l'ai pas très bien vécu. C'est le produit Huygens, la mini fiole verte, si tu as vu la vidéo calendrier de l'Avent. Ça m'a cramé quasiment aussitôt. J'ai nettoyé pour essayer d'enlever, trop tard. La peau l'avait attrapé. Et je le vis pas très bien là. J'ai chaud. Sache que ce qui va suivre n'est pas du tout de ma bonne grâce. Je vais ouvrir 2 calendriers de l'Avent, sachant que moi de base, il n'y en avait qu'un seul qui m'a attiré, c'était le Rituals. Le prix m'a freiné, la peur de ne pas avoir le retour sur le prix. Bref, cette année, à titre personnel, je n'ai pris aucun calendrier de l'Avent, hormis celui de chez Glossybox, que j'ai reçu gratuitement. Ma fille m'a offert 2 calendriers de l'Avent juste pour voir, entre guillemets. Donc je joue pas ma vie sur ces calendriers de l'Avent, puisqu'on va parler quand même des calendriers de l'Avent qui viennent de chez Action. Et elle m'a pris les 2 pour... hop, est-ce que c'est à l'endroit? Ouais, les 2, ceux-là. Vu que, à part quelques masques, je passe pas ma vie chez Action, donc je ne connais que très peu de produits de chez Action, puisque j'y suis allée pour ma part une fois, 2 fois je crois. Donc c'est-à-dire que moi tout ce qui est Noël et tout ça concernant Action, je sais pas encore ce qui s'y fait. On va déjà se charger d'ouvrir celui-ci. Oh ma foi, il est joli hein. Hop, ce calendrier de l'Avent se présente, alors c'est pas évident, hop, je vais me reculer un petit peu, se présente comme ça. Je le trouve plutôt beau parce que j'imagine, je sais pas si tu m'entends, mais j'imagine que ce sont des calendriers qui ne sont que très peu coûteux. Ouais, ici, là, putain ça va me galérer avec mon pouce pour le sortir. C'est un peu un format gloss, ça ressemble à un gloss mais ça me paraît très foncé pour être un gloss, ça y est. On y va, c'est ça. Alors je sais pas si tu vas voir correctement parce que là d'un point de vue luminosité on est relativement moisi.
mais c'est un fard à paupières liquide. Hop, on va se faire le deuxième. Puis l'avantage, c'est que les calendriers de l'Avent Action doivent pas faire fureur, parce qu'aujourd'hui sur Instagram, j'en ai pas croisé un seul. Ou alors, j'ai loupé les stories, ou alors je ne suis pas les personnes qui ont acheté ce calendrier. Donc, la case numéro 1, elle est là. Oh, on est sur un bon tube. Je suis assez agréablement surprise là. C'est un exfoliant corporel que j'utilise. Autant pour le visage, j'utilise pas, mais pour le corps, j'ai aucun souci avec ça. Et ça sent quoi? Jingle Twinkle, qu'est-ce que ça sent? Attends. Ça sent un peu le... Ça sent la pinède. Ça sent la pinède hivernale. Alors la texture, elle est hyper chouette. C'est des tout petits grains pour le corps, c'est parfait. Alors l'avantage avec moi, c'est que comme je connais pas très bien Action, enfin je connais pas très bien, c'est pas comme si c'était pas fréquent sur les vidéos sur YouTube, mais à titre perso, les produits, les essayages, je les connais pas. Donc ça, j'ai même eu un doute que ça venait de là-bas. C'est que finalement, je vais être dans la découverte. Donc ça, écoute, contre toute attente, je suis très contente. Ça va servir. J'aime l'odeur comme ça de verdure du truc. Bah écoute, hein, comme quoi. Il en faut peu pour être heureux. Hein. J'essaie de mettre un petit peu de lumière pour que tu vois ce que ça donne. Le fard à paupières liquide, ça donne ça. Il est plutôt joli contre toute attente. Hein. Je t'explique. Mon petit cadet, le business du futur coiffu. Que je t'explique un peu dans ma tête comment je le vois. Mais entre ce que je vois dans ma tête et l'idée que j'ai et la sortie du coiffeur, je t'avoue que je pense que de toute façon, à vie, toute ma vie, dès que j'aurai à mettre le pied chez un coiffeur, j'aurai peur de l'issue. Ça, c'est acté, c'est signé, on pourra rien y faire. C'est du traumatisme lié à l'enfance, quoi qu'on en dise. Mais, comme tu peux le constater, ça a quand même, par rapport à ce que j'avais, ça a sacrément poussé. On n'est pas loin là, tu vois, je pourrais, si c'était un petit peu structuré, je pourrais faire quelque chose. Sauf que, c'est derrière que ça pue du cul, parce que derrière, je sais pas si tu vas voir, tu vas pas voir, mais derrière est en train de s'installer, tu sais quand tu as le court et qu'on te fait un peu très très court derrière, là, qu'on rase littéralement en fait une nuque, c'est ce qui repousse en premier. Et j'ai un semblant de coupe mulet qui est en train de s'installer. Et je ne peux plus rien faire de ça. Si j'essaie de coiffer, parce que j'essaie, hein, j'ai toute une gamme de produits coiffants, cheveux fins, texturisants, enfin tout ce qu'il faut pour essayer de faire quelque chose. Mais là, c'est plus possible en fait. Avec ce mulet, ce faux mulet derrière, ce mulet en devenir, ce mulet en construction, quoi que je fasse, je ressemble au chanteur de The Cure ou Indochine. Donc, et puis ça passe aussi par le fait d'appliquer 4 tonnes de produits fixants pour avoir un semblant de quelque chose. Là, le but, ce serait de bien m'expliquer avec la coiffeuse et de lui dire, je veux quasiment pas qu'on touche à l'avant. Pourquoi? Parce que le but, c'est que je veux quand même laisser repousser. Mais qu'on commence à travailler une base de carré plongeant. Donc, ça va passer par couper l'arrière, couper ce mulet dans le cou, là, remonter pour apporter, tu sais, ce qu'on appelle un peu, j'appelle ça un effet boule, pour apporter un petit peu de volume à l'arrière et de pouvoir faire un semblant de coiffure. Parce que là, concrètement, je peux plus rien faire. J'ai bien essayé d'attacher, alors je peux, hein. Mais alors, vu de devant, ça passe. Mais ceux qui sont derrière, qui voient, t'as un kiki de 2,5 cm qui dépasse de l'élastique, c'est ridicule. Non, c'est ridicule. J'ai pas de problème avec le cheveu court, hein. Au contraire, je trouvais ça tellement arrangeant, l'entretien déjà, la dose de shampoing minime. J'avais réussi à espacer mes shampoings de 2. Même en termes de produits coiffants fixants, bah, quand c'est court et entretenu, disons que c'est moindre en termes d'utilisation. Par contre, je réitère ce que j'ai dit, c'est que je ne suis pas faite pour aller toutes les 3 semaines chez le coiffeur. Je ne prends pas de plaisir. J'ai un peu la même sensation, c'est con de faire ce rapprochement-là, mais je pense que c'est aussi des événements traumatiques de mon enfance. J'ai le même rapport à aller chez le coiffeur que d'aller dans certains musées. Pas tous, musée de la céramique. C'est des chocs de l'enfance.
C'est-à-dire que le salon de coiffure et certains musées, je les rapporte à des événements pas du tout agréables. À chaque fois, ça s'est mal passé. Donc non, et puis t'as à peine coupé quand t'es très court, 15 jours à peine sont passés, faut déjà envisager de reprendre un rendez-vous parce que t'as l'air pousse. Ah non, 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 moi je prends pas assez de plaisir, je suis à peine rentrée là-dedans que j'ai déjà envie d'en ressortir. Je m'impatiente et je sais pas pourquoi, mais je m'impatiente très vite quand je suis dans ces endroits-là. Quoi qu'il en soit, tu seras avec moi mercredi, donc foireux ou pas, je te montrerai ce qu'il en est. Mais j'ai rendez-vous, je crois, à 11h. Ouais, 11h. Moi, je commence à 13h30, donc je fais coiffeur, en espérant qu'il n'y ait pas de retard. J'aurais dû prendre un peu... Oh, c'est bon, 11h, ça va aller. Et direct après, je vais au centre de formation, et puis je te montrerai... De toute façon, je me dis, même si il y a toujours ce quota d'être déçu quand tu ressors d'un salon de coiffure, je me dis, est-ce que ça peut être pire que là maintenant, où je ne peux plus rien faire? Sauf me déclarer sosie officielle d'un chanteur tel que, je te disais, Indochine ou The Cure, mais en version XXL, moi, parce que bon, si tu prends les mecs, je prends un peu plus de place que ces mecs-là, physiquement. Bonjour la YouTube World, nous sommes le vendredi 2 décembre 2022, case numéro 2. Je crains là quand même le taille crayon. Allons-y. Ridicule, inutile. Ce que je craignais est arrivé. Ah là là. Le taille crayon assorti à la couleur du calendrier de l'Avent. Je comprends pas. Mais bon, après on est sur un calendrier action, je vais être un petit peu plus conciliante. Mais ça, je dois en avoir 12. Alors, le 2, il est pas hyper flag. Hein. Faut pas que je me chie à l'ouverture. Je vais appuyer à OK. Donc, il faut y aller. C'est pas évident pour pas le déglinguer. Et pas voir ce qui se passe au-dessus, en dessous. Voilà, je l'ai. Qu'est-ce donc? Mais non, c'est pas une lime à ongles, ça va arrêter là aujourd'hui. Mais si, c'est une lime à ongles pailletée. J'ai envie de crever, j'ai envie de crever, j'ai envie de crever. Non, bah écoute, voilà, jour 2. Je n'ai absolument rien de plus à ajouter. Au revoir. Tomorrow. Bonsoir. La YouTube World. J'ai essayé de nous mettre tout en illumination, histoire de donner meilleure mine, même si là je pense que c'est peine perdue. Nous sommes le samedi 3 décembre 2022, il est exactement 17h51 et objectivement je pète pas la grande forme, hein. Vraiment ça va commencer hein, par s'obstruer au niveau des voies ORL, ça s'est pas amélioré. Cependant, ce faciès un peu délicat va être un atout pour ce qui va suivre. Dès à présent, je vais te faire un retour sur lecture. Donc cette fois-ci, je tâche de ne pas oublier. Je vais te mettre un timecode pour évidemment, toujours et encore, les personnes qui n'en ont que foutre de la lecture des livres et des retours sur lecture, vous puissiez aller à la suite. Ma foi, va pas y avoir grande suite, étant donné qu'après, je vais faire mon jour 3 de mes calendriers de l'Avent Action. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Mais il me tient à cœur de te parler de ce livre parce que c'est un gros coup de cœur. Voilà, comme ça au moins, les choses sont posées. Il s'agit de La Constance du Prédateur de Maxime Chatham, qui est donc un dernier né de la part de Monsieur Chatham aux éditions Albin Michel. De suite, je te le dis, hein, quel coup de cœur et quelle joie de retrouver les origines Chatham, l'essence même qui fait ce qu'on aime chez Maxime Chatham en tant que lecteur. Comme je le fais habituellement, je te plante de suite le décor, une mine abandonnée avec des puits qui sont censés être scellés, fermés, à part quelques rares courageux, dirais-je même inconscients, qui se risquent à aller visiter un peu les cavités pour faire, je crois que c'est un nom, hein, c'est pas ça qu'on appelle de l'urbex ou je ne sais pas quoi, bref je vais pas aller trop loin là-dessus parce que je maîtrise pas,
mais on se retrouve projeté comme ça dans une mine où un passant, un photographe, constate que ce qui est censé sceller l'entrée du puits, qui est donc le puits Hector, ce qui est la dalle de béton qui est censée ne pas permettre l'accès, est fissurée. De suite, donc, ce passant fait appel à la police. L'équipe enquêtrice, une fois complète, pour ceux qui sont habilités à descendre dans cette cavité on ne peut plus lugubre, vont faire la découverte absolument ignoble d'une véritable nécropole. Ils font la découverte de 17 corps de femmes, uniquement des femmes, et c'est un peu spécial parce que tout est bien aligné avec des choses qui font apparaître un certain rituel très organisé. En fait, on se trouve être dans une véritable salle des trophées. Nous retrouvons, alors là c'est pour ceux et celles qui ont lu les précédents tomes de la saga Ludivine Vancker, nous retrouvons Ludivine Vancker qui reste fidèle à elle-même, bien que le personnage ait évolué dans le très bon sens, mais pour moi ça reste quand même un personnage très très border. Elle est accompagnée par un personnage clé dans le roman La Constance du Prédateur. Nous faisons donc cette fois connaissance avec Lucy Torrens, et je trouve que ça matche plutôt bien entre Ludivine et Lucy. Je trouve que le duo, ça fonctionne. On sent autant d'appréhension que de hâte de la part de Ludivine, parce qu'elle intègre un service qui est tout nouveau pour elle, qui est donc le DSC, le département des sciences du comportement, sachant que si vous n'avez pas lu les 3 tomes précédents de la série Ludivine Vancker, Ludivine a quand même un sacré don pour ce qui est du profilage. Et donc ça semble, en tout cas pour la lectrice que je suis, ça semble couler de source qu'elle intègre ce genre de service. Et Lucy Torrens est donc sa chef. L'enquête commence plutôt sur les chapeaux de roue, et très vite dans cette cavité où se trouvent les 17 cadavres de femmes, on va être sûr, parce qu'il y a certains corps qui ne peuvent être exploités parce qu'ils sont dans un état où plus du tout exploitable, mais on va retrouver l'ADN, un ADN humain de ce qui semble être le meurtrier, mais pas que. On va aussi retrouver de l'ADN non humain. Et c'est là où pour moi ça commence à devenir complexe, c'est que on va retrouver donc de l'ADN de volatile, on cherche à comprendre, on se pose des questions, qu'est-ce que c'est que ça de l'ADN d'oiseau? Et effectivement, quand je te parlais tout à l'heure de choses très ritualisées, le meurtrier ne se contente pas de faire déjà des abominations ne s'est pas contenté de ses abominations et de ses démons personnels par rapport à ses femmes. Il a en plus inséré dans l'intimité de ces femmes une tête d'oiseau. Et ça explique aussi le fait de nous retrouver tout autour des femmes. En fait, sont disposés des corps d'oiseaux sans tête. Les têtes ont été placées dans l'intimité de ces femmes. D'où l'ADN d'oiseau de volatile. Il y a vraiment une chose à prendre en considération dans ce roman, c'est le temps. Le timing, surtout au niveau de la datation, puisque la première victime en fait est évaluée au niveau des autopsies entre 1974 et 1979 avec, je te le rappelle, l'ADN humain. On va mettre de côté pour l'instant l'ADN volatile. Et on retourne à notre époque actuelle, donc 1979, on va situer les 2 dernières victimes à 2021. Il y a 2 victimes, 2 corps de femmes qui sont retrouvés avec un petit peu les mêmes, on va dire, des modes opératoires qui se ressemblent un petit peu, avec quelques variantes tout de même. Mais on ajoute à l'équation cette complication suivante qui est que le même ADN est retrouvé dans le corps de ces 2 femmes à l'époque actuelle que sur le corps des 17 femmes dans les années 70. Est-ce que c'était bien clair l'histoire? Je pense que oui. Pensais-tu que c'était aussi simple? Parce qu'on parle de Maxime Chatham. Hein, si tu connais, tu lis et tu pratiques Maxime Chatham, tu te doutes bien que ça ne va pas s'arrêter là. Là où ça va devenir encore plus complexe, c'est qu'il y a un autre site qui est découvert, donc le puits Le Coutre, je crois. Ouais, Le Coutre. Un puits qui est aussi, on va dire... normalement qui est totalement condamné. Et là, en descendant dans tout plein d'éléments d'enquête vont mener à cette mine désaffectée, cette mine abandonnée, qui font que les enquêteurs vont descendre. Et alors là c'est le pompon sur la pomponnette, c'est le pompon sur la Garonne. Là c'est des dizaines et des dizaines de cadavres, tout genre confondu, femmes, hommes, il y a même des enfants.
Et là, ce qu'on constate en voyant les vêtements, enfin les restes de vêtements, c'est que c'est encore plus ancien. On remonte là vraiment pour les premiers cadavres, on remonte aux années 1930. Avec toujours un mode opératoire quelque peu différent, mais avec quelques similitudes. Et le plus fou, c'est qu'une fois encore, tu te doutes, tu le vois venir, le même ADN que sur la cavité avec les cadavres de 70 et avec le même ADN que les 2 femmes à notre époque actuelle. C'est là où ça devient complètement le bordel. Si tu veux, faut t'expliquer le truc au moment où tu lis. Le premier cadavre identifié, le plus ancien, daterait des débuts des années 30, en admettant que le meurtrier, on va dire, même s'il s'y est pris très jeune, avait 15, même 20 ans, allez, on va dire 20 ans, ça veut dire qu'avec le même ADN ramené à l'époque actuelle, le barbeau aurait plus de 100 ans. Il y a grattage de barbichette là, hein. Et à partir de là, à partir du moment où on a tous ces éléments, commence un boulot d'enquête absolument fantastique. J'ai adoré, je ne veux pas aller plus loin parce que il n'est pas question, je sais que vous aimeriez, j'ai eu pas mal de retours sur Instagram où vous me demandez, oui mais tu pourrais spoiler, je peux pas faire ça, pas sur le dernier Chatham, je ne peux pas, ce n'est pas légal de faire ça. Déjà que des moments j'ai l'impression d'en dire un peu trop et que je devrais un petit peu mettre une sourdine. Mais ce que j'ai adoré dans ce roman déjà, c'est sa construction. On entre en matière sans trop savoir quoi faire du personnage. De suite, hein, vraiment, moi je t'ai amené vers le puits Hector, dans la mine abandonnée. Mais en tout premier lieu, on fait la connaissance de Chloé. Un personnage qui d'un premier point de vue, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Si ce n'est que... on se doute que c'est une victime du tueur dont on va parler durant ce roman. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on a, pendant tout le roman, un fil rouge sur ce personnage. Et il y a un travail, comment je peux dire ça? Il y a un travail de décortiquage sur les profils des personnages qui est absolument fabuleux. Et pour le personnage de Ludivine Vancker, on la retrouve en train de scruter, voilà, c'est vraiment ça, décortiquer la psyché du tueur. C'est vraiment, il y a un vrai boulot qui est saisissant et qui, par conséquent, t'attrape, te happe. Il y a un travail, justement, au niveau du travail de fouille, d'analyse dans le passé de certains des personnages qui est absolument époustouflant. Vraiment, et encore, je pèse mes mots. Par exemple, on va fouiner, on va entrer dans l'intimité très dérangeante d'une famille maltraitante, perverse. Je ne sais pas si j'ai les mots bien appropriés pour décrire cette famille. On va vraiment entrer dans les aspects les plus... le mal à la racine, vraiment, de toute une famille. Où là, vraiment, je te dis, il y a un boulot d'analyse et ça nous apporte des explications. Alors, pour nous, en tant que lecteurs, ça nous permet de comprendre les tenants, le pourquoi du comment. Pourquoi on ne naît pas mauvais, on le devient. Ça, j'y crois fermement. Maintenant, en tant que lecteur, on peut comprendre les tenants. Après, à titre personnel, toujours en tant que lectrice, je ne pourrais jamais comprendre les aboutissants, indiscutablement. Il y a plein de micro-débats de société qui sont peut-être pas... traité en profondeur dans ce bouquin, mais quand même. Par exemple, quand on entre un petit peu dans le passé, l'enfance, cette famille glauque, le terme serait peut-être pas assez fort, mais en fait, on s'aperçoit dans la description, dans le schéma descriptif fait par l'auteur, que beaucoup de personnes savaient. Mais tout le monde a préféré se taire. Et que malheureusement, les langues se délient quand c'est trop tard. Quand le pire arrive. Alors que peut-être, je dis bien peut-être, extrapolation totale, le chemin aurait peut-être pu être différent, bien que je pense que quand on fait en sorte qu'un schéma se répète, qu'on travaille autour de ça, je pense que le schéma ne peut que se répéter finalement. Alors là, tu vas pas comprendre ce que je suis en train de te raconter, mais si tu lis ce bouquin, ça va prendre tout son sens. J'ai retrouvé des personnages qui étaient dans les livres précédents, notamment Seignon Dabo. Alors je sais pas si on dit Seignon ou Segnon, mais Seignon Dabo, j'ai une affection toute particulière pour ce personnage
Et j'ignore pourquoi. Mais ceci étant dit, ce que je voulais préciser aussi, puisque c'est le 4e tome de la série Ludivine Vancker, la saga Ludivine Vancker, mais sache que si tu n'as pas lu les 3 livres avant, ça n'aura vraiment aucune incidence sur la lecture de La Constance du Prédateur. Pour ma part, j'ai eu la joie de retrouver Maxime Chatham. Alors non pas, franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment été déçue par une œuvre de Maxime Chatham, par un livre, un roman de Maxime Chatham. Mais c'est vrai que par exemple, si je reprends L'Illusion, j'ai beaucoup aimé le roman, mais avec La Constance du Prédateur, on est quand même sur... il y a un petit rappel à ce qu'on aimait, la trilogie du mal. Alors bien entendu, ce qu'on aimait, c'est... on entre vraiment, on a du level dans l'abominable, dans l'abject, dans le tortueux, dans ce qu'on aime se poser comme question quand on lit du Chatham, mais comment c'est possible? Et en même temps, comment un auteur, quelqu'un qui écrit, peut poser des idées comme ça sans lui-même être un peu... c'est voilà, j'ai retrouvé vraiment ce qui a fait que j'ai aimé l'auteur. Bien entendu que c'est un livre qui n'est pas à mettre dans toutes les mains pour les personnes un peu plus sensibles ou très terre à terre par rapport aux propos que peut contenir un roman. Oubliez l'idée, hein, parce qu'il y a vraiment des passages qui sont insoutenables. Je pense que le terme est bon. Il y a vraiment des scènes qui sont très crues et je ne pense pas que ce soit un livre qui soit à mettre vraiment dans toutes les mains. Et je vais aller un petit peu plus loin dans ce que je pense par rapport aux passages, aux scènes, aux termes, aux mots utilisés dans ce roman. On vit à une époque où on a ce sentiment que ce monde devient de plus en plus dingue. Et je trouve que, alors t'as le roman, tu es dans le roman, tu reconnais l'accent Chatham, la patte Chatham, t'es dans le roman, donc t'es là. Et puis, t'as fini de lire ton roman et tu redescends un petit peu parce que tu te reconnectes à ta réalité. Moi, quand je lis, je m'évade, peu importe le registre. Mais il y a aussi l'actualité, t'es rattrapé par l'actualité, la réalité des choses. Et effectivement, je trouve qu'il y a quand même... il y a un petit rappel à la réalité, mine de rien, parce que les personnages de Maxime Chatham, c'est des personnages qui... sont très crédibles, qui existent dans la réalité avec ce que l'on entend, ce que l'on voit. Et c'est ça un petit peu, t'es dans ton roman, tu redescends et tu te dis merde quand même, c'est pas si improbable que ça fut un temps très lointain où quand on lisait du polar, du thriller, on pouvait dire il est perché, l'auteur il y va, il met des caisses, voilà, ça n'arrive pas dans la réalité malheureusement. On est bien obligé de faire le constat que parfois la fiction rattrape un petit peu la réalité et son opposé. Avec ce dernier opus de Maxime Chatham, ça m'a fait un peu le même effet que quand je suis sortie de la trilogie du mal. C'est ce type de lecture qui te laisse pas indemne quand tu as terminé la lecture. Tu fermes ton bouquin, ta liseuse, ton iPad, peu importe le support, et tu cogites un petit peu en te disant mais... il y a plein de pensées très personnelles que j'étalerai pas là parce que je peux aller loin dans mes méandres à moi, mais c'est pas une lecture qui te laisse comme ça. Tu fermes, ça y est, c'est fini. Ça travaille, ça cogite, ça pense. Je sais pas si tu veux, dans l'ère dans laquelle on vit, ce qui me fait le plus peur, est-ce que c'est l'improbable ou c'est justement son opposé? Est-ce que c'est les probabilités, ça peut être un voisin, je le répète à chaque fois, mais en plus... de la lecture de ce bouquin qui fait un petit peu écho à une actualité un peu ignoble ces derniers temps, est-ce que c'est l'improbable ou le concevable qui me fait peur? Je t'avoue que peut-être là je te dirais que c'est le concevable parce que c'est palpable. Voilà. En tout cas, pour finir, est-ce que je recommande La Constance du Prédateur de Maxime Chatham? Bien entendu, si vous en êtes et que ce registre, vous n'avez pas une sensibilité qui vous empêche de lire des propos de la sorte, c'est vraiment un très très bon roman. Maintenant, je le répète et je finirai là-dessus, attention, âme sensible, vraiment, vraiment plus premium, s'abstenir. J'ai un deuxième avis lecture et attention, alors là en termes de changement d'ambiance on est plutôt pas mal puisque
C'est un livre fraîchement terminé, j'espère que tu vas voir correctement, qui est un livre, le dernier de Karen Ponte, Embarquement immédiat pour Noël, paru chez Fleuve Édition. Alors bien qu'on soit sur des registres totalement différents, c'est un petit livre bonbon, un livre qui se déguste. C'est très très léger, mais c'est mieux. J'avais peur un peu de la romance gnangnan cucu. On n'y est pas du tout. Une fois de plus, je situe 16 décembre 1987, Diane et Vincent, que nous rencontrons dans des conditions un peu particulières, puisque Diane est simplement en train d'accoucher. Et nous allons d'entrée de jeu l'accompagner. Alors, il y a une notion encore plus particulière, étant donné que Diane donne naissance à une première petite fille, puis... alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout, il n'y a pas eu d'échographie ou quoi, ok, si j'ai bien compris le début. Il va y avoir une deuxième petite fille, les jumelles inattendues, une deuxième petite fille, et ces deux petites filles vont donc s'appeler Maggie et Margot. On grimpe virtuellement dans la DeLorean et on fait un bond dans le temps, on se retrouve 35 ans plus tard, la veille de l'anniversaire des deux sœurs. Le fait que nous soyons sur un roman choral, c'est hyper intéressant en termes de lecture, parce qu'on va vraiment... aller très en profondeur dans les profils et dans les traits de personnalité des deux sœurs. À commencer par Maggie, qui est pédiatre de métier, qui est un personnage de suite qui nous apparaît très positif, et qui, de ce fait, c'est très contagieux. Elle irradie de sa positivité, contrairement à sa sœur Margot, qui est un peu plus dans le retrait, un peu plus sombre, puisqu'on est aux alentours du 15 décembre, l'anniversaire c'est le lendemain, les fêtes de Noël approchent, et Margot, elle est un petit peu dépassée par tout ça. Elle imagine Noël sur une plage de sable fin, avec les eaux turquoises, mais les grelots et les tintements, le Père Noël et les chalets de Noël, ça la dépasse. Et c'est aussi, Margot, c'est une personne qui souffre d'un complexe d'infériorité par rapport à sa sœur. Elle imagine que sa sœur fait tout mieux qu'elle et c'est un complexe qui la suit depuis toute petite. Le jour de l'anniversaire des jumelles arrive, elles sont attendues chez leurs parents, c'est vraiment le rituel, on se retrouve. Et la maman envoie un SMS en disant « j'ai une grande annonce à vous faire ». Donc elles sont un peu, puisqu'il n'y a aucune autre indication, l'une craint que ce soit l'annonce d'une maladie. Il y a beaucoup d'extrapolations et de suppositions autour de ce SMS. Elles arrivent et la maman tend une enveloppe avec, en disant qu'elle leur offre respectivement un voyage surprise. Elles n'ont pas connaissance de la destination, elles n'ont qu'un indice chacune dans l'enveloppe. Pour Maggie, j'espère que je ne vais pas me tromper, pour Maggie, il me semble que c'est un grelot et pour Margot, c'est un coquillage. Une destination qui leur sera livrée uniquement le jour du départ quand elles seront dans l'aéroport. Donc il y a beaucoup de questions autour de ça, même si l'une penche pour Tahiti en disant un coquillage, ça peut être mon rêve c'est d'aller à Tahiti. L'autre se voit déjà au village du Père Noël et c'est leur rêve. L'une rêve de Noël blanc, de neige, de Père Noël, de chalet. Et l'autre est typiquement à l'opposé. Là où ça va devenir drôle et pour de la vraie, c'est qu'une fois à l'aéroport, elles reçoivent donc respectivement le SMS leur indiquant la destination. Sauf qu'il y a eu méprise au niveau du, comment on appelle ça, de truc de voyage, qui vend les voyages, qui a donc, on ne saura jamais si c'était fait exprès ou non, mais qui s'est trompé et qui a inversé les deux voyages. C'est-à-dire que les sœurs vont partir dans des contrées qu'elle déteste. Margot, qui devait s'envoler pour les Seychelles, son rêve, se retrouve à prendre un avion pour la Laponie. Et Maggie, qui rêvait de Laponie, de Père Noël, de village du Père Noël, se retrouve catapultée aux Seychelles. C'est le début du drame, parce que ne se fiant qu'aux indices pour préparer les valises, tu te doutes du truc? C'est que l'une est à moitié à poil dans sa valise et que l'autre a des cols roulés, des pulls, des combis. C'est un roman très très bien ficelé puisque je craignais la romance, tu sais, du veuf qui ne veut plus jamais personne dans sa vie et puis qui va rencontrer la nana avec le labrador et son opposé. Tu sais, voilà, je craignais ça. Je craignais ce côté très très cucu et sache qu'on n'y est pas du tout. J'ai même été surprise d'avoir quelques émotions pour certains passages que je ne te citerai pas, parce que sinon ce serait te raconter. C'est un livre qui a à peine plus de 200 pages, donc qui se lit vite et bien.
Si je t'en dis plus, je te raconte le livre. Mais j'ai été surprise à ressentir des émotions, voire même certains passages, l'orphelinat, si tu lis l'orphelinat, où j'ai eu un quart de larmichette qui est monté là, au coin. C'est un livre léger, agréable, presque pas de clichés, très bien écrit, dans l'air du temps. C'est un livre qui fait beaucoup de bien, qui allège un peu quand tu sors de La Constance du Prédateur, par exemple. Là, on est typiquement dans du feel-good pur jus. Tu peux pas faire mieux, mais vraiment, si tu es en quête d'ondes très positives, de choses qui se terminent forcément bien, il faut aller sur Karen Pont et celui-là. Vraiment, ça te donne un petit shot de bonne vibe, de très bonne vibe. Et oh, c'est toujours bon à prendre, hein. Il n'y en a jamais trop de ça. En conclusion, est-ce que je conseille ce livre Embarquement immédiat pour Noël de Karen Pont? Bien sûr que oui, et je crois même que cette fois, on peut mettre ce livre entre toutes les mains. Ça fait pas de mal par où ça passe. Voilà. Bon, c'est parti pour le jour 3. Je n'ai aucune idée. Autant le taille-crayon, j'ai pu le deviner, autant là, je t'avoue, je ne sais guère. Ah, des patchs pour les yeux, c'est plutôt bien ça. Hop. Patch pour les yeux légèrement pailletés. Est-ce qu'on a une quelconque indication là-dessus? Hydrogel. Patch hydrogel, ok. Ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, le 3 du deuxième. Hop. Qu'est-ce que c'est? Des chaussettes? Un bandeau de soins? J'ouvre et je te dis. Ok, c'est un gant, tu sais, pour l'exfoliation, le gommage. Ça a un nom, ça, gant de Kesha, je veux pas dire de bêtises. Bref, c'est un gant qui aide à l'exfoliation du corps. Bon, écoute, pour moi, c'est purement accessoire, mais bon. Hein. Bon, mon petit cadet, c'est pas le tout, mais c'est que je vais y aller parce qu'il se fait 22h01. J'ai un petit bout de montage encore à faire et puis après, on est bon. Il me reste demain pour essayer de me requinquer un petit peu pour sentir un peu mieux pour lundi. Mais c'est vrai que là, depuis hier, c'est pas spécialement la grande forme. C'est très localisé là, tu sais, la sinusite de salopard là, qui t'encombre bien. Voilà, quoi de plus? Rien. Quoi de moins? Il y a déjà assez. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. On se retrouve mercredi avec le journal du mois. Des bisous. De loin pour pas vous contaminer.